Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Benjamin Lebert, président de la tonnellerie Cadus, qui propose aux viticulteurs bourguignons un fût 100% local ou comment faire travailler les entreprises régionales et baisser son bilan carbone. Le Zoom RSE portera sur les violences intrafamiliales dont sont victimes une femme sur 6 en France. Comment détecter ces violences tout en respectant la vie privée de ses employés. De plus en plus d'entreprises tentent de répondre à cette question complexe. Et puis dans notre rubrique Startup, la bonne idée du jour, elle est signée Stairwage, l'application qui veut redonner du pouvoir d'achat aux salariés grâce au versement du salaire à la demande. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Benjamin Lebert. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de la tonnellerie Cadus. Racontez-moi, vous fabriquez des tonneaux et des fûts depuis quand? On est dans quelle région? Qui sont vos clients? Alors, tonnellerie Cadus existe depuis 1996 et on est en plein cœur de la Bourgogne viticole à la Doix-Sérigny. Donc vraiment créé proche des premiers clients qui sont les clients bourguignons pour ensuite se développer à travers le monde et les différentes régions françaises. Il y a quelques grands vins qui vieillissent dans vos fûts. Faites-nous rêver un peu. Bien sûr, il y a pas mal de grands vins et tous les vins ont leur qualité et leur importance. Et dans l'ensemble de la Bourgogne viticole, on va se retrouver sur les grands crus de la Côte de Nuit, sur des Cortons Charlemagne, en Côte de Beaune. On va avoir bien sûr sur Meursault, Puligny-Montrachet, Chassagne-Montrachet. Vous vendez vos fûts à l'étranger aussi? Oui, une grosse partie du travail des tonneliers en France est aussi d'avoir du business à l'étranger, puisqu'il y a une forte saisonnalité. Et donc, c'est un petit peu obligatoire de trouver des marchés qui nous amènent du boulot pour les tonneliers, du travail pour les tonneliers toute l'année. Et donc, à la tonnellerie Cadus, on a essayé au fil des années de se répartir une clientèle qui permette de faire travailler des tonneliers qui ont des compétences très spécifiques. Et donc, c'est une main-d'œuvre qui a énormément de valeur ajoutée et qu'on ne peut pas trouver juste comme ça. Et donc, dans quel pays? Ça va jusqu'où? Alors, le gros du marché, c'est les États-Unis, avec le plus gros du volume en Californie, sur la Napa Valley, Sonoma Valley, mais aussi l'Oregon avec de très beaux pinots noirs. On est présent en Amérique du Sud, sur Chili, Argentine, Brésil, l'Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et en Europe, bien sûr, les plus gros pays qui vont être l'Espagne et l'Italie. Voilà, on a voyagé grâce à vous. Vous annoncez, et pourtant on va parler de circuits courts et de choix de développement local, puisque vous annoncez le lancement d'un fût 100% bourguignon. Alors il s'appelle 47.07, c'est ça? Oui. C'est quoi? C'est une localisation? Exactement, c'est un nom pour interpeller, mais aussi pour recentrer la tonnellerie. Donc c'est le début des coordonnées GPS de la tonnellerie, 4707. D'accord. Et du coup, ça permet de dire, voilà, la tonnellerie est ici, et ce qu'on a cherché à faire, c'est d'être au plus proche de la tonnellerie pour l'ensemble des matières. Alors justement, d'où viennent, d'abord, il faut quelle matière première? J'imagine du bois, un cerclage, enfin bon, les matières premières, elles viennent d'où? Donc, en effet, il n'y a pas énormément de composants. Le principal composant, c'est le bois. Et donc, sur ce fût-là, on garantit à nos clients de trouver le bois au plus loin à 130 km, donc en Bourgogne. Et si on peut au plus près, ça peut se rapprocher. Ça dépend des forêts, ça dépend des années. Mais dans tous les cas, en Bourgogne. Donc, le bois constitue le plus gros de la matière première. Ensuite, on a les cerclages. Et pour les cerclages, on a une entreprise à Chalon-sur-Saône, à une demi-heure de la tonnellerie, qui s'appelle Girondor et qui fait des cerclages pour nous, sur lesquels ils ont mis un design particulier pour ce fût-là. On va avoir une pâte de farine qui fait la jointure entre le fond et le corps du fût, qu'on a trouvé à 5 km de la tonnellerie. Donc une farine de jointage qu'on mélange avec du bois. Et une protection qu'on a trouvée en géochanvre, en chanvre, par la société Géochanvre qui est dans Lyon. Donc tout se situe en Bourgogne. Donc on est vraiment en Bourgogne. Mais alors, en vous écoutant, je me dis, finalement, on revient à ce qu'on faisait avant. Non?
Exactement. Alors, c'est pas une critique, hein, mais qu'est-ce qui faisait que le reste, et là vous continuez d'ailleurs, le reste de vos fûts, le bois vient de beaucoup plus loin, les cerclages viennent de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En fait, à Cadus, le fût 4707 n'est pas juste un élément dans la gamme du circuit court, c'est la continuité d'une politique qui se fait depuis longtemps à la tonnellerie. Et qui est vers cette éco-responsabilité, cette réflexion d'un fût soit local, soit respectueux de son environnement. Donc, nous, à la tonnellerie Cadus, déjà depuis le début, c'est 100% chêne français. D'accord. Donc, ça veut dire que au plus loin, on aura des bois qui viennent du sud-ouest, mais principalement centre-France. Donc en fait, il n'y a pas eu tant de difficultés, puisque le bois de la Nièvre, du bois bourguignon, on en avait déjà. Et alors dans les autres engagements, parce que vous nous dites on est dans un processus, puisqu'on parle de bois, vous participez à la reforestation, au choix des essences par exemple? Exactement, la tonnellerie avec le milieu du bois en France est un temps long et complexe. La forêt est extrêmement bien gérée par l'ONF d'une part, et nous on achète nos bois à l'ONF via notre mérandier. Mais en plus, la tonnellerie Cadus, depuis un certain nombre d'années, pour chaque client qui vient acheter un fût, on replante un arbre. C'est un engagement que vous prenez? C'est un engagement qu'on prend auprès de nos clients. D'accord. Et ça participe à des programmes de plantation avec les pépinières nodées, c'est sous forme de mécénat. Et on vient contribuer à ça. Sur le fût 4707, la protection en chanvre, on la met sur tous nos fûts aussi, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. À un moment donné, l'ensemble de la démarche, en fait, le fût 4707, il est là aussi pour montrer notre démarche globale Cadus. Question, mais aussi, est-ce qu'il y a des emballages? C'est-à-dire quand vous livrez un fût, vous le livrez tel quel ou alors vous le protégez? Alors on le protège, donc il y a cette protection en chanvre maintenant, et avant c'était en carton, donc ça fait une vraie réduction, puisque le chanvre est du coup c'est les fibres de chanvre qui ne sont pas utilisées quand l'agricole utilise la graine. Donc en fait, on vient déjà recycler. C'est un coproduit de l'agriculture à qui vous donnez une autre vie économique, d'accord? Et en plus, on dit à nos clients qu'ils peuvent l'utiliser comme compost ou l'épandre dans les vignes ou faire un paillage auprès de... Donc ils peuvent réutiliser cet emballage-là. Si on se situe qu'en Bourgogne, parce qu'on a des clients à travers le monde, mais en Bourgogne, on essaie même, en livrant nous-mêmes, de mettre 0 emballage. Voilà. Donc le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne crée pas, et on essaie de faire attention à ça. Vous disiez, ça fait quelques années, vous disiez même, dès le départ, on était sur des chênes 100% français. Donc ça, depuis les années 90. Il y a eu une accélération dans cette démarche de réduction de l'impact carbone ou de l'impact environnemental de l'entreprise? Il y a... La stratégie initiale, elle était sur ce 100% français. Et en effet, depuis 10 ans, il y a quand même, de par tout ce qu'on entend, tout l'environnement qui nous entoure et les exigences de nos clients, une volonté de continuer avec eux, d'aller avec nos clients dans des démarches plus éco-responsables sur lesquelles on va s'engager avec eux. Puisque, en fait, nous, tout ce qu'on va faire, c'est aussi proposer à nos clients de participer, par exemple, avec ce fût 4707, à une cuvée où ils vont être dans une démarche éco-responsable ou en bio ou en biodynamie, mais en même temps, ils ont cherché à réduire le poids des bouteilles ou autre, et nous on leur dit dans cette gamme-là, on peut aussi participer à l'ensemble de votre démarche intellectuelle. Ouais. Et vous vous engagez, parce que la viticulture est souvent montrée du doigt ou critiquée pour l'utilisation des produits phytosanitaires, pesticides, etc. Et c'est vrai que on imagine aussi que vos clients, ils essayent de donner une image plus éco-responsable parce qu'ils ne peuvent pas tout à fait se passer des pesticides. Est-ce qu'on est dans cette démarche aussi ? Alors ça, c'est côté c'est leur réponse, c'est pas de répondre à leur place, mais bon. Nous, on vient répondre à nos clients qui nous en font la demande. On vient aussi leur proposer. C'est une démarche proactive. On n'a pas. C'est-à-dire que ce fût 100% bourguignon, c'est pas vos clients qui vous ont dit oulala, il nous faut vite un fût 100% bourguignon pour améliorer notre image. Non, c'est un peu dans l'écoute du marché, dans la sensibilité qu'on a à développer la tonnellerie dans cette voie-là, qui nous a amené à le faire. Et du coup,
on a des clients qui, en connaissant celui-là, ont levé le doigt pour en acheter. Tiens, question, parce que les agriculteurs en général sont en première ligne face au dérèglement climatique. Est-ce que vous le ressentez aussi? Est-ce que ça a des conséquences sur votre métier ou pas du tout? Alors, il y a deux temps. Oui. Parce qu'il y a le temps de la forêt, qui lui est un temps extrêmement long. Donc la forêt française, elle est gérée et forcément, à un moment donné, il va y avoir un impact climatique. Et ça, c'est l'ONF qui va gérer dans ce qu'elle va pouvoir proposer aux tonnelleries françaises dans la disponibilité du bois. Donc là, il y a un impact et il serait mieux à même d'en parler. L'autre impact, pour nous, il va être commercial, puisque chaque année, on va être impacté de la récolte de nos clients et de nos viticulteurs. Donc on peut avoir des années où ils ont besoin énormément de fûts et des années où ils en ont moins besoin. Mais ça, j'ai envie de dire, ça a toujours été l'aléa du millésime dans le business du vin. Merci beaucoup Benjamin Lebert et à bientôt sur Merci. Be Smart for Change. On passe à notre Zoom RSE. Comment les entreprises peuvent-elles aider les salariés victimes de violences intrafamiliales ? C'est le Zoom de ce Smart Impact avec Noémie Kenkin-Sonigo. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de Team Parents. On va parler des violences conjugales, des violences intrafamiliales et de la façon dont les entreprises peuvent prendre leur part à la lutte contre ces violences. Vous êtes une ancienne avocate, spécialiste de la parentalité, des situations de crise dans les familles. Et donc, vous avez créé Team Parents. C'est quoi Team Parents ? Alors, Team Parents, c'est une application qui est une application mobile qui va venir soutenir les parents séparés ou les parents qui traversent une crise familiale. Comme vous l'avez dit, j'ai été avocate en droit de la famille, j'ai fait ça pendant 12 ans. Donc, j'ai accompagné plein de familles et de parents en particulier dans des moments de crise, de rupture ou de difficultés liées notamment aux violences intrafamiliales parce que c'est un sujet qui est très présent. Et puis, voilà, depuis le début de ma carrière, je constate que ces parents-là sont démunis, ils ne savent pas par où commencer. Encore aujourd'hui, toutes les semaines, j'ai des gens de mon réseau ou du réseau de mon réseau qui m'appellent en me disant « Noémie, je ne sais pas où trouver une info, je ne sais pas par quoi commencer, je ne sais pas comment trouver un avocat, est-ce que je dois trouver un avocat ?» Et donc l'idée, c'est de mettre en lien tous ces gens qui traversent des crises difficiles avec un réseau d'avocats vraiment qualifiés, éthiques, bienveillants, et puis des informations fiables et accessibles sur l'application. Et donc, vous êtes... par votre activité passée et votre activité actuelle, au cœur de ce constat des violences conjugales, une femme sur 6 est ou sera victime de violences conjugales dans sa vie. C'est un chiffre constant, c'est un chiffre en augmentation, si on peut essayer de se situer dans le temps un peu. Les chiffres officiels, on a le sentiment qu'ils augmentent. Mais il y a plusieurs facteurs. D'abord, on est dans une période difficile depuis 5 ans. Il y a le Covid, il y a les crises économiques, il y a la baisse du pouvoir d'achat qui va venir mettre les familles en tension et donc qui augmente, ce qui sont des facteurs de risque de violence. Donc, on pense que les violences augmentent. Est-ce qu'il y a plus de déclaratifs aussi ? Voilà. On pense aussi qu'il y a plus de déclaratifs. Ce qui est très bien, c'est une bonne nouvelle. Bien. Le problème, c'est qu'il faudrait que la justice suive. Et les moyens de suivre. Et les moyens suivent à hauteur du nombre de déclarations, parce qu'on pousse maintenant beaucoup les victimes. Alors les femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes, même si l'immense majorité, c'est les femmes qui sont victimes. Mais on pousse beaucoup les victimes à parler, mais derrière, on n'a pas grand-chose à leur proposer. D'où l'idée de faire intervenir les entreprises qui aussi ont leurs responsabilités. Alors justement, autre chiffre, un couple sur 7 se forme sur le lieu de travail et forcément certains d'entre eux vont se retrouver confrontés à ces questions de violence intrafamiliale. Ça veut dire que c'est forcément un sujet pour les entreprises et pour les DRH ? En fait, dans une entreprise... Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont mais en train bien de se dire, sûr. Attendez, moi, c'est pas mon sujet, c'est pas mon problème. Alors déjà, premièrement, de plus en plus, les entreprises se rendent compte que le bien-être, la santé mentale, la parentalité, c'est aussi leur sujet. Parce qu'un salarié qui va pas bien dans sa vie personnelle, qui trouve pas un bon équilibre vie pro, vie perso, en fait, il coûte cher aussi à l'entreprise. Donc ça, c'est un premier constat. Il y a vraiment, et notamment depuis le Covid, une vraie prise de conscience de tout ça. Et en plus, quand on parle à un DRH et qu'on lui dit, parmi vos salariés, il y a à peu près 80% de parents. Sur ces parents, il y en a 1 sur 2 ou 1 sur 3, en fonction des lieux et des typologies de population, qui est séparé. Il y en a qui vont se séparer dans l'année. Il y en a un certain nombre qui sont des couples intra-entreprises. Et dans ces couples, il y en a, de manière certaine, des couples dans lesquels il y a de la violence.
Vous avez des victimes au sein de votre entreprise et on peut donner des chiffres, des estimations. Dans votre entreprise, vous avez à peu près une centaine de victimes de violences et c'est parmi vos salariés, donc c'est sous vos yeux. Ouais. Donc il faut faire quelque chose avec une grande difficulté, c'est-à-dire que c'est de l'ordre de la vie privée. Donc Bien comment, d'abord, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs et puis à quel moment on décide d'intervenir? C'est-à-dire, c'est attendre forcément que le salarié, ou donc, j'ai bien compris, le plus souvent, la salariée vienne vers quelqu'un dans l'entreprise en disant « ça ne va pas, je suis victime de ça ». Il faut attendre, il faut anticiper? Alors, avant la première démarche qu'une entreprise peut faire, c'est déjà se former. Former et se sensibiliser à ces questions-là, pour plusieurs raisons. D'abord pour que les équipes de managers, de RH, de responsables diversité, inclusion, office manager, peu importe, les gens qui vont être les interlocuteurs des collaborateurs, se sentent outillés. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, moi je forme beaucoup les médecins, je forme les internes en médecine, qui sont aussi les premiers interlocuteurs des victimes. Et en fait, ils disent eux-mêmes, ces internes en médecine, que plus ils sont formés, plus ils voient les signes. Et moins ils sont formés, moins ils arrivent à voir et moins ils ont envie de poser les questions parce qu'ils ne savent pas quoi faire des infos. Et donc, d'abord, il faut former les équipes qui sont au plus proche des collaborateurs pour qu'ils soient formés, pour qu'ils soient outillés. Et le deuxième sujet, c'est que ça permet que l'entreprise prenne sa responsabilité et dise on adresse ce sujet-là. Ça permet aussi d'adresser un message aux victimes qui sont au sein de l'entreprise, qui vont se dire mon entreprise voit le sujet et prend sa responsabilité. Pardon de vous interrompre. Un message collectif déjà pour commencer. Parce que moi je suis parti d'une démarche très individuelle. En fait, il faut commencer par un message collectif. Il faut commencer par un message collectif de on est entreprise mais on accepte d'adresser le sujet. Et ensuite, effectivement, il ne faut pas que ce soit intrusif. Il faut respecter la confidentialité. Il faut que la démarche vienne du parent qui est en détresse ou de la victime. Mais il faut que ce parent il ait pu identifier l'interlocuteur. Mais ensuite, il faut l'orienter vers un professionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas à l'entreprise de régler le conflit intrafamilial. Enfin, c'est une évidence que je dis, non, bien sûr. Rappeler. Ce n'est pas à l'entreprise de régler le conflit, mais l'entreprise peut avoir soit un service social interne ou un service social externalisé, un service de médecine du travail interne ou externalisé. Il peut y avoir des partenariats avec des entreprises qui sont spécialisées. Nous, c'est ce qu'on propose aux entreprises. C'est que les entreprises réorientent vers nous les parents et parfois financent les frais de l'application et les frais des rendez-vous des avocats qui sont sur notre application pour leurs collaborateurs qui vont être ciblés comme étant dans un besoin d'accompagnement. Vous parliez des médecins, des internes que vous formez, et donc on peut imaginer une formation pour des DRH ou les salariés d'une entreprise qui sont en contact et qui sont chargés de ça. Et donc, vous dites deux choses, je voudrais entendre les détails. On ne sait pas quelles questions poser et surtout, on a du mal à détecter les signes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus là-dessus? Alors, quand un manager, collaborateur pressent qu'un coéquipier traverse une période difficile, en fait, le premier conseil que je peux donner, c'est de poser les questions les plus ouvertes possibles. Je sens que ça ne va pas en ce moment. Est-ce que tu as envie de m'en parler? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Et ensuite, une fois que la parole est ouverte, si elle s'ouvre, parce que si elle ne s'ouvre pas, c'est que ce n'est pas le bon moment, et c'est à la personne qui traverse une crise d'avoir le pouvoir d'agir et de décider quand c'est le bon moment d'en parler ou pas. Si c'est le bon moment, le premier réflexe, c'est de ne pas rester seul avec ce sujet-là, de réorienter vers des gens qui sont formés, en interne ou en externe, de proposer des noms d'associations, etc. Mais déjà, le seul fait d'avoir une écoute attentive, en essayant de ne pas être dans le jugement, en posant des questions les plus ouvertes possibles, déjà, c'est une aide en soi. Ça permet de mettre la victime de violence, si on parle de ça, dans un cycle de bienveillance qui va éviter de la renfermer. Parce que bien souvent, cette victime, elle aura essayé d'aller porter plainte et elle n'aura pas réussi, ou alors elle va être jugée par son entourage, etc. Déjà, avoir un œil bienveillant et une écoute, une vraie écoute, ça rend service déjà à la victime. Oui. Et puis il y a une question de confidentialité, évidemment, qui est majeure. Et ensuite, pardon pour le vilain anglicisme, de dispatching, enfin d'envoyer vers les bonnes personnes. Est-ce que vous faites des formations en entreprise? Oui. Alors nous, on a l'application. On a deux activités en fait, mais qui se servent. Notre mission, c'est vraiment de soutenir les parents et de former ceux qui les accompagnent. Donc on forme les avocats, les travailleurs sociaux, les professions médicales, etc. Mais on propose aussi des formations en entreprise pour former typiquement les managers, etc. Pour qu'ils aient le bon œil. Et alors justement, vous disiez au début de notre interview qu'il y avait de plus en plus d'entreprises qui s'en emparaient.
Depuis quand? Alors, Team Parents, vous l'avez créé il y a combien de temps? Alors, Team Parents, dans la version actuelle, il y a à peu près 2 ans. D'accord, donc c'est récent. Mais en revanche, dans votre activité d'avocate, est-ce que vous avez senti une prise de conscience du monde économique, justement, des entreprises? Oui, très clairement. Et du monde économique, mais aussi des pouvoirs publics sur ces sujets-là. On entend beaucoup parler de monoparentalité, de violence intrafamiliale et tout. Bon, moi, ça fait depuis le début de ma carrière, je ne traite que de ce sujet-là, donc je peux que accueillir la place de ce sujet-là dans les médias avec bonheur, parce que, voilà, enfin, il y a de la place. Et puis, je vois aussi, par rapport à mes échanges avec des DRH, même il y a 2 ans, que le sujet est plus mûr aujourd'hui. Il y a les mots santé mentale. Ouais. C'est intéressant parce que dans cette émission ou dans d'autres émissions pour Be Smart for Change, j'ai commencé à voir ces mots apparaître la bouche de mes interlocuteurs il y a, allez, je vais dire 2 ans, moi. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a eu vraiment un shift, pour faire un anglicisme, depuis 2 ans. Et effectivement, les questions de santé mentale sont éminemment liées avec les questions qu'on traite. Parce que la parentalité, c'est aussi une source de stress. La séparation, c'est un des moments clés où il peut y avoir des problèmes de santé mentale ou de la détresse. Et les violences intrafamiliales, ça a un impact hyper important sur la santé mentale de la victime, des enfants et parfois même de l'auteur. Et donc, pardon, mais alors là c'est très cynique, mais sur la rentabilité ou l'efficacité, le bien-être évidemment du salarié. C'est-à-dire que même des chefs d'entreprise ou des cadres dirigeants qui disent bon, c'est pas notre problème, bah si, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il y a un chiffre qui tourne en permanence, mais un salarié qui est dans un mal-être dans l'entreprise, ça coûte 15 000 € par an à l'entreprise, en absentéisme, en prise en charge. Une démission, ça coûte cher. Un départ, une silent démission, c'est comme ça qu'on dit, ça coûte très cher à l'entreprise. Et quand on sait que, encore une fois, 80% des salariés, c'est des parents, on peut pas négliger leur bien-être. Ouais. Est-ce que les plus petites entreprises se sentent encore plus démunies que les grandes? Oui. Parce qu'elles ont le sentiment qu'elles ne sont pas légitimes. Il y a encore plus d'ambivalence sur l'envie de prendre soin des salariés, mais la peur d'être intrusif. Au sein des petites entreprises. Dans les grandes entreprises, il peut y avoir un peu d'institutionnel, il y a un service social, parfois en interne, etc. Et puis, il peut y avoir quelqu'un qui est en charge de ce sujet-là. Dans une petite entreprise, on ne peut pas se permettre d'avoir un responsable RSE parentalité. Et du coup, ces sujets sont traités de manière un peu transverse. Donc, on a plus de mal à prendre en charge ce sujet, effectivement. Dernier, il nous reste 1 minute. Vous l'avez dit, il y a des hommes, beaucoup moins d'hommes victimes de violences intrafamiliales. Dans quelle proportion ? 90% des victimes sont des femmes. D'accord. Et 95% des auteurs sont des hommes. Ouais. Donc, il faut rappeler ça. On est quand même sur une vraie masse. C'est toujours important. Mais parlons quand même, pour terminer, des hommes qui en sont victimes. Est-ce qu'ils en parlent encore moins que les femmes? Oui. D'après les estimations qu'on a, mais par essence, comme ils en parlent peu, on a du mal à évaluer. Mais oui, il y a une stigmatisation aussi très forte sur les victimes de violences quand elles sont des hommes. Et effectivement, c'est aussi un vrai sujet. Merci beaucoup, Noémie Kenkin-Sonigo, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre rubrique Startup tout de suite. Smart Ideas avec Yann Le Floch, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Stairwedge, créé en 2020 avec Jérôme Sénaud. Et avec quelle idée ? Une idée très simple. En fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que les imprévus pour les salariés en France étaient mal gérés. En gros, en fait, aujourd'hui, ils ont 3 options sur la table. Une première option qui est de demander de l'argent à de la famille ou à des amis, ce qui est plutôt gênant. Deuxième option, d'être à découvert bancaire. Et ça coûte cher. Pour vous donner un chiffre, c'est 7 milliards d'euros d'agio qui sont versés aux banques tous les ans. Donc, je n'ai rien contre les banques, mais quand on parle d'effritement de pouvoir d'achat, je me dis qu'il y a véritablement quelque chose à faire pour réinjecter une partie de ces 7 milliards. Et la troisième option, qui est le fameux acompte sur salaire. Et là, l'acompte sur salaire, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que, il y a 52% des Français qui n'ont jamais entendu parler de ce système légal qui est inscrit dans le Code du travail. Et la deuxième chose, c'est que 73% des Français auraient honte d'aller demander un acompte sur salaire à leur employeur. Donc, on s'est dit qu'il fallait détabouiser et quelque part évangéliser ce système, qui est donc de digitaliser les acomptes sur salaire. Expliquez-moi comment ça marche. Quel service vous proposez avec Stairwedge ? Alors, le service est très simple. En fait, on a digitalisé donc, les acomptes sur salaire. Donc, en 2 clics et moins de 5 secondes, les salariés peuvent se verser une partie du salaire déjà gagné. On parle bien de jours déjà travaillés pour lesquels donc, ils ont gagné de l'argent.
et donc ils ont des disponibilités là-dessus. Mais donc ça veut dire que des entreprises acceptent de travailler avec vous, c'est ça, hein, c'est pas tous les salariés qui peuvent faire ça. Nos clients sont les entreprises, et pour être plus précis, c'est souvent des ETI et des grandes entreprises. Il y a une véritable prise de conscience qu'aujourd'hui, en fait, les salariés ont besoin de beaucoup plus de souplesse financière et quelque part de gagner aussi en autonomie par rapport à la gestion de leur salaire. Et d'ailleurs, on ne s'est pas arrêté en fait à la gestion des acomptes sur salaire. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a créé différents modules qui vont permettre de gérer à la fois les acomptes, de mieux gérer leurs comptes bancaires, parce qu'on est capable en fait de les aider à mieux gérer leurs comptes bancaires, pas épargner ou investir, mais en tout cas être au-dessus de zéro à la fin du mois. Et puis aussi d'accéder quelque part aux aides publiques et sociales de manière beaucoup plus simplifiée. Alors ça, je crois que vous venez de lancer un service qui s'appelle Booster, c'est ça ? Absolument. Alors, de quoi s'agit-il ? Alors là-dessus, en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en France, les aides publiques et sociales existent, mais en fait, il y a une barrière linguistique, c'est-à-dire que c'est compliqué pour un certain nombre de personnes d'y accéder, et 2, c'est tout simplement très compliqué en fait, de comprendre les aides publiques auxquelles on peut être éligible. Résultat des courses, il y a 10 milliards d'euros en fait, d'aides publiques et sociales qui ne sont pas versées à des personnes qui pourraient être éligibles. Donc là-dessus, nous, on s'est dit... On est parti de ce constat et on s'est dit qu'il fallait simplifier ce système. Et pour le simplifier, on a rajouté en fait une brique d'intelligence artificielle qui permet donc de casser la barrière linguistique et de le mettre en mode conversationnel pour profiler quelque part en fait les personnes et en fonction du profil de la personne leur dire bon bah voilà vous êtes éligible à telle aide et donc ça peut mettre un peu de beurre dans les épinards pour un certain nombre de personnes. Évidemment. Et alors ce qui est intéressant parce qu'il y a eu le prélèvement à la source pour les impôts qui a très bien marché. Le gouvernement avait promis un versement à la source justement pour toutes les aides sociales. On n'y est pas encore, c'est ça ? On n'y est pas encore, mais finalement on est en train quelque part d'y arriver. C'est ce que vous proposez vous quelque part oui. Mais on s'est pas arrêté là non plus. On a encore poussé un peu ce module et là aujourd'hui on est capable aussi en fait de simplifier l'accès à l'information RH. En fait, aujourd'hui, on s'est rendu compte que pour avoir les informations sur une convention collective, pour avoir une information sur une prévoyance, sur une mutuelle ou autre, c'est extrêmement compliqué. Et donc, on s'est dit qu'il fallait en fait simplifier et centraliser un certain nombre d'informations. Et donc, vous parliez de Booster. Et effectivement, Booster va accompagner en fait les salariés pour justement simplifier cet accès à l'information RH. Donc votre modèle économique, vos clients sont les entreprises, c'est quoi ? C'est une sorte d'abonnement ? C'est une licence mensuelle. D'accord. Et en revanche, ce qui est très important, c'est que c'est complètement gratuit pour le salarié. C'est bien, effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est bien l'entreprise qui est cliente de Stairwage et pas le... Est-ce qu'il y a des réticences ? Est-ce qu'il y a encore des entreprises qui se disent, voilà, mais même si c'est la loi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans, quoi ? De moins en moins. Vous m'auriez posé la question en fait il y a 2 ans, je vous aurais dit oui, il y a des contraintes, les entreprises sont plutôt réticentes. Aujourd'hui, il y a une véritable prise de conscience donc sur l'objectif de l'entreprise de redonner en fait de l'autonomie à ses salariés par rapport à la gestion de leur salaire et puis quelque part aussi d'augmenter leur pouvoir d'achat parce que nous, notre objectif, c'est aussi ça, c'est d'améliorer en fait le bien-être financier des salariés en améliorant leur pouvoir d'achat et donc en baissant en fait les agios, les frais de rejet, etc. Merci beaucoup Yann Le Floch et bon vent à Stairwage. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Salut.